formidable, vous le verrez quand vous verrez la série, qu'on accueille Céline Jallet, Anthony Higoulen et Johan Zerbi. Bonjour à tous les trois. Bonjour Céline, Anthony, Johan. Je crois comprendre que l'idée vient de toi, Céline, au départ, cette idée autour de Soprano. Comment ça s'est passé? En fait, moi j'ai travaillé pendant très longtemps chez TF1, Ouais. pour l'émission 50 minutes inside notamment, où j'ai accompagné Nikos sur de nombreux portraits, j'ai croisé beaucoup de personnalités, et j'ai aussi été en tournage, j'étais dans leur intimité, et Soprano est quelqu'un de totalement à part, et quand je l'ai rencontré, on a eu tout de suite un super bon feeling, et du coup, comme ça s'est très bien passé, que j'ai ramené des bonnes images, mes rédactrices en chef m'ont envoyé faire tous les sujets de Soprano. Et une amitié est née. Et voilà, après quelques années, j'avais envie de faire quelque chose de plus profond, des formats un peu plus longs. Et il y avait une personne à laquelle je pensais, c'était Sopra. Ouais. Et Anthony travaillait avec moi et je lui en ai parlé. Il m'a dit mais c'est le moment, les plateformes françaises s'ouvrent aux artistes français, etc. Et donc on a commencé à écrire quelque chose. J'ai appelé Sopra, je lui ai dit tu veux pas faire quelque chose, on y va tous les deux. Et Anto a écrit avec moi. On a été proposé à Nicolas, notre producteur, que Anto connaissait. Johan nous a rejoint aussi très vite. Et voilà, on a formé cette équipe-là. Et Sopra, lui, c'est quelqu'un qui bosse avec des gens de confiance. Ouais. Et il a vraiment besoin de ça, de connaître la personne avec qui il travaille pour se livrer, parce que c'est quelqu'un qui se livre pas comme ça non plus, même si on a l'impression qu'il est très, très facile dans la discussion. Et voilà, c'est né d'une amitié, d'une relation de confiance. Voilà. Alors, bon, ok, il y a le projet, vous avez un producteur, on va bientôt se retrouver chez Disney. Comment vous avez commencé à travailler? Qui me répond? Johan, Anthony? Comment est-ce que vous avez commencé à écrire cette histoire? Il a d'abord fallu rencontrer Sopra? Alors au début c'était beaucoup de documentation, on a lu pas mal de livres sur Sopra, beaucoup d'articles sur la presse et tout. Ouais. Du coup on a commencé à dresser toute une chronologie pour voir un petit peu ce qui pouvait avoir assez d'intéressant dans l'histoire de Soprano. Ouais. Céline très vite est venue sur ce côté, il y a un cercle d'amis autour de Soprano, il y a une histoire Parce qu'au début, intéressante. c'était pas l'idée de départ au départ, vous saviez pas? Assez vite en fait, parce que quand on tourne avec lui, c'est toujours la même bande, c'est toujours les mêmes potes. Je les connaissais pas trop, Jamali, Matteo, je les avais interviewés pour certains, mais je les connaissais pas trop, mais il y a toujours ce clan autour de lui. Et c'est sûr que très vite on s'est dit, bon, ok, c'est un artiste incroyable, il a réalisé des choses folles, mais il est entouré de mecs. Et moi vraiment, pour avoir tourné avec plein d'artistes, c'est des mecs normaux. En fait, et ils sont accueillants, ils sont normaux, c'est facile de leur parler, et tout de suite on s'est dit il y a un truc un peu à part dans ce groupe, et c'est ce qu'on a très vite voulu mettre en avant en fait. Et donc à partir de là, vous avez écrit le documentaire en tenant compte des trois meilleurs potes en fait de Sopra. Voilà, fallait les intégrer dedans. Donc on a beaucoup parlé avec Nicolas, notre producteur, pour voir comment est-ce qu'on pouvait raconter, quel genre de structure narrative, parce que du coup on avait saisi qu'au niveau des plateformes c'était très important, la façon de raconter une histoire, comment fallait quitter les codes habituels du documentaire, tout en restant dans cette case, mais en apportant des éléments de fiction, de choses comme ça. Donc on a regardé un petit peu tout ce qui se passait autour, on a eu quelques inspirations, on a vu The Last Dance qui nous avait beaucoup plu avec Michael Jordan, ce côté très équipe. On a eu les références sur The Defiant Ones, le portrait croisé de Jimmy Iovine et de Dr. Dre. Et Dr. Dre. Donc voilà, donc après on s'est enrichi là-dessus, et après on a rencontré Soprano en venant lui proposer cette histoire. Et après ça a été des échanges avec eux, avec Matteo, qui nous a apporté l'idée de série. Et on se dit, en effet, il y a tellement à raconter. Parce qu'au départ, vous étiez parti sur un unitaire. Au départ, on était parti sur un projet sur Soprano, on y réfléchissait sur comment le mieux raconter. Et justement, c'est l'avantage de ces plateformes, c'est que c'est de la diffusion non linéaire, donc on peut aller sur des formats un peu innovants. Ouais. En télé, ça ne serait pas permis aujourd'hui de faire une série de 6 épisodes de 45 minutes. Vous avez des séries documentaires, mais c'est des collections avec plusieurs thèmes dedans. Ouais. Là, c'était vraiment, on avait beaucoup de cette liberté. Et vu ce qui avait été fait, du coup, on a foncé dedans. Et je pense que là d'ailleurs il faut, parler de Disney qui quand même a eu le courage, parce qu'en fait il n'y avait pas d'exemple, mais même à l'étranger il n'y a pas beaucoup d'exemples de séries sur un artiste musical, pas beaucoup. Et Disney, Nicolas Valode avait l'intuition, tout le monde avait l'intuition en fait qu'il y avait une matière à série. Et Disney, je pense, a eu aussi le courage de se dire tiens, il faut y aller, il faut y aller sur une série, ça mérite. Et je pense que d'ailleurs cette histoire elle prend cette dimension parce que c'est une série. Si c'était un film d'1 heure et demie, pas le temps de développer vraiment les personnalités, les caractères,
l'origine de ce qui leur est arrivé. Ça aurait été peut-être beaucoup plus focus sur leur célébrité, sur des choses qu'on a déjà vues. Ouais. Et là, de l'envisager comme une série, et réellement avec des personnages qui se créent, qui évoluent, qui travaillent, qui doivent bousculer des barrières, ça prend le temps aussi du coup de parler aussi de l'histoire de France, de l'histoire des quartiers nord, de l'histoire du rap. Donc je pense que c'était très... Et à l'époque, il n'y avait pas le précédent d'Orelsan, Oui. qui est quand même un projet différent parce qu'ils ont une matière d'image... Oui, alors c'est différent, Orelsan, parce que vous avez sans doute tous vu, hein, c'est-à-dire c'est le matériau de son petit frère qu'il a suivi pendant des années. Oui, En oui. vous, justement, et là on va rentrer. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour intervenir dans notre conversation. Vraiment, vous faites autant de métier que moi. En fait, vous n'avez pas suivi l'ordre chronologique. On est plutôt d'ailleurs par épisode sur des personnages. Ouais, c'est ça. C'était aussi là où on ne savait pas si les plateformes allaient être intéressées par la proposition, et c'est là que Disney nous a aussi suivis là-dessus. C'est que on proposait pas un portrait de Sopra, on proposait un portrait de 4 copains. Il n'y avait pas eu Orelsan, les 3 autres personnes ne les connaissent. Et donc c'était aussi se dire, est-ce que ça va intéresser, et en fait, en faisant des recherches sur eux, en les interviewant, on s'est rendu compte que c'était des vrais personnages, presque comme des personnages de fiction, avec des caractères, des particularités, et des personnages auxquels on s'attache. On connaît tous peut-être un Mej, un Mathéo, un Jamal, et nous, on a vraiment appuyé là-dessus. Disney nous a suivis, Nico était aussi à fond là-dedans. On voulait vraiment ce côté un peu fictionnel de on s'attache aux gens, et c'est pas, en fait, et presque Soprano est presque, je dirais, presque effacé par ce groupe en fait. C'est assez étonnant parce que moi ce que j'ai ressenti c'est qu'il est même fragile, peut-être un peu plus fragile que les autres parfois. Mais souvent l'amitié ça raconte quand même, je pense qu'on connaît tout ça, moi si je vous présente un ami à moi, ça va me raconter aussi, parce que c'est un ami, et bon, là c'est aussi ça, cette vertu, c'est que on ne connaît pas les amis de Sopra pour l'instant, on va les connaître très bien maintenant après la série, mais en creux il raconte beaucoup Sopra. On se rend compte que Sopra, s'il est capable d'être ami avec un Mej, avec un Mathéo, c'est ce que ça le raconte aussi. Ouais. Et donc c'était ça aussi l'objectif, de dire, donc, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, chaque épisode, le premier épisode commence sur le backstory à l'histoire de Sopra depuis qu'il naît. Ouais. Et puis ensuite, le deuxième épisode, on en apprend plus sur celui qui va être son DJ, producteur, Mej. Puis après, le big boss, le vrai Mathéo. Et voilà, et comme ça, par épisode, on traverse leur histoire et avec des focus sur chacun des amis. Alors, Sopra, il a l'habitude de faire des interviews, mais les autres, comment vous les avez cuisinés? En fait, le plus dur à interviewer, c'était Sopra. Mais non. Si. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sopra, il a l'habitude, donc il est plus dans un... C'est le contrôle. Ouais, c'est dans le contrôle. Il a plus des phrases, c'est normal, hein, mécaniques aussi d'interview, en fait. Alors que les 3 autres, ils sont hyper nature, ils étaient beaucoup moins dans le contrôle, dans la réflexion de ce qu'ils disaient. Alors, pour certains, c'était pas facile de se retrouver face à une caméra et d'être à l'aise et de se raconter dans l'intimité, etc. Après, on a quand même, avant les interviews filmées, moi j'ai passé une dizaine d'heures, voire 15 heures au téléphone avec chacun d'entre eux. On s'en est parlé, on a préparé tout ça ensemble et on l'a fait comme une discussion en fait. C'était des très longues interviews, 2 sessions de très longues interviews. Et après, je pense une journée en tout 2 jours du coup par personnage. Par personnage. Et je pense qu'après, ils ont, je l'espère, un peu oublié qu'il y avait la caméra et on s'est raconté. Et finalement, ils sont très surprenants, moi je trouve, les 3 autres. Et Sopra, moi j'ai eu du mal. Je le connais bien, mais j'ai eu du mal parce que il veut protéger tous ceux qui l'entourent, donc il fait attention à chacun de ses mots. C'est normal, il est hyper exposé et tout, mais c'était mon défi, c'était plus Sopra que les autres finalement. Il y a une star dans ce documentaire, c'est Marseille en fait. C'est un personnage à part dans l'histoire de Soprano et dans l'histoire de cette bande de potes. Alors déjà, vous êtes de Marseille, vous, ou pas du tout? Comment est-ce que vous avez été accueillis à Marseille? Est-ce que genre le mot de passe Sopra, ça... Ah ouais, carrément, oui. Ça facilite beaucoup de choses. On est quand même chambré sur le Paris Saint-Germain et tout ça. Ouais, logique.
Ça, c'est tout à fait logique. Non, mais c'est vrai, il a fallu aussi décrire ce qu'était ce Marseille, parce que ce documentaire, en fait, ça raconte une trentaine d'années dans l'histoire du rap, mais aussi dans notre histoire de France à nous. On parle des quartiers nord de Marseille, de ce jeune Comorien, dont d'ailleurs c'est mignon, je ne connaissais pas l'histoire. Enfin, j'en parlerai avec lui, mais son papa qui fait la gueule la première fois qu'il entend à la radio, quoi. Bon, bref, il y a le personnage, donc il y a ces personnages-là. Et ensuite, comment vous avez fait pour trouver les images d'archives d'époque? Non, ça c'est... Alors pour les archives, c'était un gros travail d'investigation parce qu'en effet, il a fallu retourner donc Marseille. Sauf que là, Marseille, justement, on a une grande chance, c'est que c'est un petit village, donc tout le monde se connaît. Il faut aller voir tous les cercles, que ce soit les cercles de Maison de la Jeunesse et de la Culture, que ce soit les cercles de photographes, les premières personnes qui l'ont filmé. Donc on cherchait, on avait un nom, et puis on demandait, on fait « Ah, tu connais cette personne ? Oui, oui, bah tiens, j'ai son numéro. » On l'appelait, et là, on venait voir, et on découvrait un peu les images d'archives. Donc dans un premier temps, il y avait vraiment toute une partie de recherche qui était basée sur ce qu'on voulait raconter, vu qu'on avait quand même déjà bien travaillé en amont notre déroulé de documentaire. Et après, il y a eu des petites pépites qu'on a trouvées, et on s'est dit « Ah, ça c'est bien. Ça, on le savait pas, faut qu'on le raconte. » Donc on a creusé, on a cherché, et puis une archive nous a amené sur une personne, on s'est dit « Ah, bah telle personne serait bien dans le documentaire. » Donc on a avancé comme ça. Et on a eu une quantité d'archives, des archives inédites qu'on n'a jamais vues, que même Soprano avait jamais vues. C'est des archives en mini-DV, c'est des cassettes, hein. Donc quand on se retrouve avec un sac... J'ai racheté tous les modèles de caméscope. On ne savait pas ce qu'il y avait dessus, hein, donc il fallait tout regarder. Et Anto était aidé du frère de Sopra, qui est Diego. Et donc c'est un peu notre infiltré sur place qui nous a fait retrouver Tonton Jeff, qui est dans le documentaire. Qui lui aurait pu filmer, hein, il aurait pu faire un Orelsan aussi. Hein, il avait vachement de matos. Foutu, mais... Oui, c'est vrai que c'est la différence avec Orelsan, c'est que toutes les archives, on a dû aller chercher aux quatre coins de Marseille, voire de France et même du monde, parce que quand Céline a été tournée aux Comores, c'est là-bas où on a cherché dans la maison de la maman de Soprano, les photos d'enfance, la maîtresse de Soprano, qu'on a pris un épisode, pareil, c'est une dame qu'on n'a jamais vue, qu'on a mis 3 mois à retrouver, et qui nous a sorti une histoire géniale d'une maîtresse qui leur donne envie de poésie. Voilà, et qui m'a sorti, ah bah regarde, j'ai des photos d'une classe verte de CE2 de Soprano. Ah, quand je l'ai montré à Soprano, il était... Après on rigole et tout des comparaisons avec votre série, mais il y a quand même un truc important, c'est que, je crois qu'Aéro Soprano il est prévenu dès le début, c'est qu'ils viennent des quartiers nord, hein, ils sont... Enfin, on parle de gens qui sont transparents. D'ailleurs, au tout début du reportage, quand Sopra se raconte, et qui dit bah il y a des jours où on peut pas se doucher parce que couper l'eau dans la cité, etc. Oui, je suppose qu'il y a donc moins de matériel. Oui, forcément, les moins de photos, c'est pas l'évidence, on n'a pas des appareils partout, il faut se remettre à l'époque, c'est cher les matériels de caméra, c'est cher les cassettes, c'est cher les photos, donc il y a des images, j'ai beaucoup d'images, et Anto il a fait un travail de malade pour tout trouver, mais c'est aussi ça ce que ça raconte, c'est pas une disponibilité de partout, et chez des gars qui pourtant malgré ça, à 12-13 ans, essayer déjà de se dire il faut trouver le moindre matos possible pour s'enregistrer pendant qu'on fait un premier freestyle. Il y a des freestyles des 94, quoi. Le premier c'est 94. J'ai une question. Pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter qu'en effet, là où on a un peu halluciné, c'est qu'en effet, par exemple, ne serait-ce que pour trouver des photos de des parents, on en a peut-être trouvé 3, quoi. Et en fait, ils ont pas de... Enfin voilà, et pourtant ils se sont démenés, on a fouillé aux Comores et il y avait pas grand-chose. Donc on est content, en effet, de la... Oui, et puis on est sur une période où justement, enfin on raconte 30 ans d'histoire, donc il y a une évolution des formats. Donc on est passé de la VHS au numérique, et tout n'a pas été numérisé, donc on est obligé de rechercher l'original qui est dans le carton du grenier de la maîtresse ou de la prof de musique. Et voilà, et après pour trouver en effet les appareils pour visionner ça. Mais on a trouvé des vraies pépites. Il existe pour de vrai ce petit appareil blanc là, espèce de caméra blanche qu'on voit, qui devait être celle de Soprano quand il était à New York ou pas? Tu l'as vu ou pas? Ah oui, bah ça c'est Mej qui a filmé, parce que donc, dans toutes les archives, il y a vraiment des archives filmées par des gens extérieurs, enfin, qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours, et il y a beaucoup d'archives personnelles. Où Mej était avec sa mini-DV, où ils partent en vacances à New York, et se filment pendant une semaine à New York, en train de découvrir l'Amérique. On a une première question. Bonjour, Marc Choquet pour Chérie FM. Déjà, merci et bravo, parce que j'ai passé un bon moment, vraiment. J'ai eu la chance d'être content vraiment d'avoir presque tout vu. Il m'en manque 2, je suis honnête, hein, je vais être totalement transparent. Et, c'est le meilleur, c'est les meilleurs. Oui, je sais, ne racontez, T'as raté Zidane, ne racontez pas la fin, surtout, vraiment, je peux pas savoir. Pardon, je perds la voix. La fin, Non, ce que je voulais savoir, c'est que une fois que le projet a été fini, voilà, dans quelles conditions, dans quel contexte, eux ont-ils vu leur vie? Est-ce qu'ils ont même appris des choses sur eux-mêmes
même si on a une amitié de 30 ans, etc., c'est toujours intéressant de savoir, est-ce que vous étiez dans une petite salle privée entre vous tous, vous avez dû avoir certainement des réactions, des rires, des pleurs, enfin des témoignages. Donc quel a été le ressenti, évidemment, à la finalité de ce magnifique projet? Merci. Bah déjà, ça a commencé par les premières interviews, ne serait-ce que les interviews téléphoniques, on les a fait aller chercher au fond d'eux. Et certains me disaient, voilà, ça remue. Enfin, on voyait que pour certains, ça pouvait remuer des choses parce que mine de rien, voilà, on avait creusé et tout ça. Donc déjà, je pense que même la première phase d'interview avant le tournage a été, voilà, riche. Hein. Je dirais pas une psychanalyse, parce que je suis pas psy, mais et on n'est pas psy. Pas loin, hein. Mais voilà, on est allé en profondeur. Ils se sont beaucoup livrés. Après, on a choisi ou non de sortir certaines choses qui étaient peut-être trop intimes ou autres, mais voilà. Et après, quand on a visionné la série, on l'a fait en plusieurs étapes. Parce qu'ils sont coproducteurs aussi, et puis on avait envie d'avoir leur avis assez rapidement. Donc en fait, on leur a pas montré le produit fini au dernier moment, mais Sopra, c'est à eux qu'il faudrait leur demander. Sopra, lui, il se protège toujours, donc c'est très difficile de voir ce qu'il ressent. Mais j'ai eu l'impression quand même que ils étaient étonnés de voir comment leur histoire pouvait paraître sur grand écran. Je pense qu'ils utilisaient, en vrai, on va le dire, hein, je pense que comme c'est une histoire de 4 bonhommes quand même, et on sait ce que c'est, les amitiés entre mecs, où il y a beaucoup de sous-entendus, on se dit pas les choses, même si on les pense. On dit pas je t'aime entre mecs. Hein? On dit pas je t'aime entre mecs. Dans la série, ça permettait ça aussi, de se parler par l'intermédiaire de caméra, de dire des mots qu'on ne dit pas forcément toujours. Voilà. Et c'est vrai que Sopra... J'ai eu cette sensation en tout cas. Oui, Sopra à un moment m'a dit, quand Vincenzo est en larmes dans un épisode et se livre comme... par exemple, sur la mort de Sia, ils n'en ont jamais parlé entre eux, en fait. C'est quand même dingue. Et là, en fait, ils nous en parlent tous, chacun. Et donc ça, je sais que ça les a beaucoup touchés de savoir ce que chacun avait ressenti, parce qu'ils ont une pudeur, quelque chose qui fait qu'ils ne se sont pas parlé. Ils savent qu'ils sont là les uns pour les autres. Donc là, je sais que ça les a beaucoup touchés de voir l'émotion de certains dans ce documentaire. Ouais. On a une question. Bonjour, Damien Dalla Signora pour DCU. Bonjour. Bon, déjà félicitations pour la série parce que franchement j'ai bien aimé parce que ça part du prisme, enfin ça part de Soprano et en fait le zoom recule et il y a un côté très sociologique sur l'histoire de France, l'histoire du rap. Et du coup, est-ce que dès le début c'était votre attention ou vous étiez parti sur quelque chose de très musical et en fait l'histoire de ces 4 bonhommes du coup vous a fait changer le prisme et la ligne directrice du documentaire? En fait, dès le début, la chance qu'on a, c'est que Soprano, c'est un artiste aujourd'hui qui a 42 ans, donc qui raconte en effet 30 ans d'histoire. Donc très très vite, on s'est rendu compte, en faisant notre chronologie au départ, qu'il y avait quelque chose avec la chronologie de l'évolution du rap, avec l'arrivée dans les années 80, l'évolution jusqu'aux années 90, et puis ce que c'est devenu aujourd'hui, on se transforme en pop urbaine. Donc ça, très vite, on s'en est rendu compte. Et après, pareil, pour raconter cette histoire, il fallait des marqueurs sociaux très forts pour que les gens se repèrent où on en est et comprendre aussi leur évolution, parce que, comme on explique avec Zidane en 98, ça fait un vrai déclic dans cette génération. C'est souvent une phrase accessoire qu'on entend, la génération Black Member. Il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé dans les cités à cette époque. Donc la crise du disque, quand ils lancent leur premier album, c'est très important aussi dans leur évolution, sur comment rebondir, et puis ça raconte justement le côté comment je me débrouille, comment je réagis, donc ça raconte vraiment leur personnalité. Et donc pour nous, c'était logique que tout ça fasse qu'un seul puzzle à l'arrivée. Je pense qu'il faut rendre aussi à producteur Nicolas Valode, Disney aussi, qui, je pense que toute la volonté, c'était, enfin Kevin, les discussions de Kevin, ça, la volonté, au départ, c'était pas de... Il y a eu beaucoup de films de précédents sur des films d'artistes, et il y avait un peu cette impression que c'était parfois des fan-films. Voilà, on est à fond sur juste un artiste. Là, je pense que pour prendre toute la dimension populaire de Sopra, c'est évident qu'il fallait regarder de plus loin, de voir ce que ça raconte sur la France, sur Marseille, sur les quartiers nord, sur l'immigration comorienne, évidemment sur le rap, et je pense que c'était un peu même la condition pour tous, parce que moi, perso, je trouve pas ça très intéressant de s'intéresser juste à les affres d'un artiste, face à sa célébrité, tout ça. Je pense qu'il y a pire dans la vie. Donc c'est vraiment ce qui rend passionnant cette série, c'est qu'elle prend une dimension, ils sont beaucoup plus symboliques qu'il me paraît, c'est quel bonhomme. Oui, puis c'est quelque chose qui est assez indissociable de la carrière de Soprano, sur son évolution dans ses textes. C'est toujours en raccord avec la société, avec l'évolution. Donc c'est pour ça que c'était inévitable de passer par ça. Et en fait, Disney nous a suivis et nous a même poussé
encore plus à dire mais allez-y, connectez à la France, qu'on comprenne pourquoi. Donc c'était assez intéressant de travailler là-dessus, de trouver des passerelles. On voulait que ce soit universel en fait, que ce soit une histoire de France, une histoire d'amitié à laquelle n'importe qui peut s'attacher, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique de soprano en fait. Tout le monde aime. Non, mais c'est vrai qu'elle est corrélée en plus, moi je me suis rendu compte de ça en regardant le film, avec par exemple la montée du Front National, avec ce jeune Comorien qui a l'âge du soprano, qui se retrouve assassiné par un colleur d'affiche du Front National, et lui qui dit bah, ça aurait pu être moi, etc. Et tout ça vous l'avez collé avec les éléments de l'histoire de France. C'était un peu à sa demande ça. Non, je pense que c'est l'avantage d'une... donc Céline disait tout à l'heure, c'est une coproduction, et c'est l'avantage que... souvent Nicolas, le producteur, répète souvent cette phrase que du coup je reprends à mon compte. On ne peut pas se faire rire soi-même en se chatouillant. Je pense que forcément, nous, on ne se rend pas forcément compte de ce qui nous... de comment on s'insère dans l'histoire. Donc ça, c'est vraiment notre regard de documentariste, c'est de construire une histoire, de voir à quel point il y a des connexions. Eux, peut-être pas forcément, se rendent pas compte qu'ils prennent une dimension beaucoup plus forte que ce qu'ils ne sont, quoi. Eux, ils sont dans leur histoire, dans leur à essayer de marcher, à essayer de sortir leur disque, ça. Et puis nous, toutes ces corrélations, cet effet, Anto avait fait un gros travail de faire des grosses timelines comme ça, pour voir où ça se reconnectait. Il y a des choses, même des choses qu'on n'a pas réussi dans l'histoire, parce que l'important sur une série comme ça, c'est que nous, en tout cas nous, ce qui est important, c'est qu'il y a un storytelling très fort qu'on l'a jamais. Et il y avait des moments, on en parlait, on pensait que on pouvait parler aussi des émeutes de 2005, par exemple, on n'a pas réussi à les connecter, mais je pense que tout ça, tout le reste, on a essayé, évidemment les attentats au Bataclan, le FN en 95, pendant la campagne présidentielle, avec ces couleurs d'affiches FN, et puis encore une fois, pareil, ça rentre dans une petite ligne éditoriale, c'est pas anodin, il y a eu Ousekine il n'y a pas longtemps sur Disney, aujourd'hui ça parle de ça, il y a aussi la volonté d'avoir des séries, que ce soit doc ou fiction, qui s'ancrent dans une réalité sociale quoi, de la France. On parle des guests. Qui a ouvert son carnet d'adresse? Bah c'est Sopra, hein. Et la team surtout. Ouais. Bah en fait, tu parles de Zidane. Je parle de Zidane, mais je parle aussi, pour le coup, d'une de mes idoles, qui est Akhenaton, qui est un type super important dans le rap. Ça d'ailleurs, c'est vachement mignon, les garçons me le raconteront, mais quand, il y a un moment, c'est sur une fin d'épisode, il y a le coup de fil qui a changé ma vie, et c'est le coup de fil d'Akhenaton. Comment vous les avez, je veux dire, comment ils voient toute cette équipe de 4 garçons, Zidane, évidemment, on va y revenir, mais Akhenaton, toute cette bande? Bah, ils font pas... Enfin, comme disait Anto, Marseille, c'est un village. Ils se connaissent tous. Sopra, mais pas seulement Sopra, Matteo, Jamal, Mej, ils ont tous traîné à la Cosca, la maison de production, les studios d'Akhenaton. Donc en fait, ils se connaissent tous. Et c'est eux qui, quand on a dit soprano, de toute façon, quand on dit soprano, c'est comme un nom de code. Hein. Là-bas, tu dis soprano, tout le monde ouvre les portes, tout le monde dit OK. Donc c'est facile. Hein, pour le coup, ça a été le truc super cool, c'est que même Zidane, qui ne parle jamais, qui est hyper... quand on a dit soprano, il était... il a même pas hésité une seule seconde, en fait. Il y a un truc, je sais pas, il dégage quelque chose, il renvoie quelque chose aux gens, je sais pas... Je pense qu'il y a un vrai respect, en fait, de ce que les 4 ont accompli dans Marseille, et que tout le monde les regarde en se disant, bah oui, eux, ils s'en sont sortis, c'est des modèles, il faut qu'on en parle, c'est positif. Et tout le monde, à Marseille, est derrière ce discours, en fait. Et parce que il y a ce souci de vouloir prendre soin du minot, du prochain, donc de montrer l'exemple. Et il y a du coup une espèce d'unité autour de ce projet. Et donc du coup, c'était assez... Le rap marseillais est quand même pas trop basé sur des gros clashs. Ils sont très Parisiens. Chez nous, ici, oui, c'est sont comme ça. À Marseille, il y a une vraie solidarité. Le rap marseillais fonctionne beaucoup comme ça. Ils sont tous... ils s'entraident, ils font tous des feats entre eux. Et donc là, je pense que Soprin, c'est aussi l'avantage de ce genre de coproduction, entre guillemets, c'est que tout de suite, s'ils partaient sur le projet, il fallait qu'il ouvre à ceux à qui on voulait parler. Ouais. Parce qu'on n'a pas voulu parler à tout le monde.
Oui, on a fait des choix. Ah oui, parce que On voulait pas non plus, c'est à l'image des fandocs, où parfois c'est un panel de célébrités, tous les copains de Sopra dans le milieu qui vont raconter sa vie. Nous, on voulait pas ça. Nous, c'est pour ça on a pris Zidane parce qu'il avait il est dans l'histoire. Il est dans l'histoire, et à un moment donné, quand il vient dans sa loge à ce moment-là, pour pas spoiler, voilà, il se passe quelque chose. En fait, on s'est pas dit on veut Zidane pour l'affiche Zidane. C'est même super bien raconté la manière dont Zidane change la vie de ses mômes aussi en 98, parce qu'il dit voilà, nous on est quasiment de l'immeuble à côté, j'exagère, mais et puis lui il peut changer le monde, donc pourquoi pas nous aussi. Il est l'impulsion de départ avant même cette scène justement, non? Nous, justement, ce qui était important dans l'écriture du documentaire, c'est qu'on voulait vraiment construire cet arbre de j'ai rencontré telle personne à tel endroit, il m'a amené là. Et puis après, j'ai rencontré cette personne, il m'a amené là. Donc par exemple, quand on parle de France 98, on n'interviewe pas Zidane sur France 98. Parce qu'à ce moment-là, Zidane, c'est une idole qui est dans l'écran de télé. Donc on n'a pas, dans notre construction narrative, à avoir Zidane en interview. Ça va arriver beaucoup plus tard, quand Soprano va rencontrer Zidane, où là, il va y avoir le contact et justement des choses à raconter sur cette rencontre. Et on n'est pas dans, justement, Zidane était dans le doc, il va raconter comment il a vécu, lui, sa Coupe du Monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment eux, les quatre, ont vécu la Coupe du Monde, pas Zidane. Oui, et donc, c'est... Ça, c'est les astuces, c'est un peu ce qui est en train de tout modifier sur l'écriture documentaire, c'est ce savoir-faire des plateformes, c'est d'insérer une écriture en termes de narration de fiction. Et donc, dans une écriture de fiction, quand on regarde une série, il y a un personnage, on nous donne une petite clé au début, avant d'ouvrir la porte, on nous dit juste une petite indice, et peut-être que 2-3 épisodes plus tard, ça va nous le révéler. Donc là, c'était un peu ça. On a commencé à écrire un peu différemment, sous l'impulsion de Disney, qui nous a beaucoup aidé, c'est de se dire qu'il fallait mettre des petites clés dès le premier épisode, pour que ça se révèle vraiment, plus tard, quand Zidane revient. Avec des cliffhangers, vous êtes fort à ça. Beaucoup de cliffhangers. Moi, je voulais me coucher tôt. Et à chaque fois, il y a la fin de l'épisode et boum. Je crois que ça se binge cette série, hein, vraiment. Où est-ce que vous avez des questions à poser, les amis? Oui. Bonjour, Thierry Lac du Parisien. Vous l'avez dit, ils sont coproducteurs. Est-ce que du coup, ils ont posé leurs conditions? Il y a des choses qu'ils ne voulaient pas faire, qu'ils vous ont refusé? Est-ce qu'ils ont mis des limites? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un documentaire aussi long, une série contre les gens. On ne peut pas les imposer, donc forcément, ça a été toujours une grosse discussion. Il n'y a pas vraiment eu de non, parce que c'est le travail. Il y a une sorte de contrat moral, au-delà du contrat pro ou pas. Il y a toujours un contrat moral quand on filme un artiste. Nous, on a tous déjà filmé fait des docs sur d'autres rappeurs, où il n'y avait pas de contrat de copro, mais c'était finalement la même chose. On discute longtemps en disant est-ce qu'on peut aller là-dedans, est-ce qu'on veut parler là-dedans, est-ce que nous on pense que c'est vraiment important de parler de ça. Donc ça a été beaucoup de discussions en amont. Il y a eu en fait pas vraiment de choses qui... Non, je crois pas qu'il y a eu... Non, on a essayé de filmer peut-être des... Non. Ouais, non, oui, il y avait des choses il y avait évidemment, en fait, il y a toujours Sopra et la team, ils sont comme ça, et ils ont aussi envie de protéger les gens qui les entourent. Donc, par exemple, une des discussions qu'on a eues, c'était sur montrer sa famille ou non à Sopra. Et lui, il disait, moi, j'ai envie de les protéger. Et en même temps, et là, c'est là qu'on a eu un débat, on s'est dit, ok, mais tu n'es pas qu'un chanteur dans cette série. On fait pas, toujours dans l'idée de ne pas faire un fan, on raconte pas que l'artiste Sopra. Donc on a besoin de te voir en tant que papa, de tout ça. Et du coup, on a réussi d'une manière un peu plus subtile, sans avoir une vraie séquence. Il n'y a pas de gros plan, mais on voit ses enfants. Et on sent qu'ils sont là. Voilà. Il y a une petite scène de complicité qui est assez mignonne. Et on se dit, ça suffit. Il nous donnait un petit peu. On acceptait aussi, parce que voilà, comme dit Johan, on ne fait pas contre. Mais je vais un peu plus loin, est-ce que vous-même vous êtes interdit des trucs? Non. Non, en fait, il fallait que ça rentre dans l'histoire. Donc là, nous, on trouvait ça important dans l'histoire, parce que ça raconte Sopra. Donc pour vous dévoiler, Sopra, à un moment dans sa vie, elle n'est pas bien du tout, et il se trouve que de ce qu'il a dit, de ce que tout le monde disait, c'est aussi la famille et le fait qu'il a rencontré sa femme et qu'il a eu ses enfants qui l'a vachement porté sur autre chose et sur sortir des affres de l'artiste. Et donc c'est important pour l'histoire. Il fallait que ça raconte, parce que c'est vraiment la chose primordiale pour lui, pour qu'il avance et qu'il aille mieux. Donc on a trouvé une solution pour le filmer et que ça rentre dans quelque chose qui lui protège ses enfants qui ne sont pas encore majeurs, normal. Donc souvent, on ne s'est pas interdit les choses, il fallait que ça rentre dans l'histoire, que ça c'était pas du tout une série people, donc on n'a pas
intérêt à filmer des choses ou à raconter des choses qui, juste parce que c'est cool d'entendre Sopra parler de ça, quoi. Que ça soit de l'histoire. Vous avez d'autres questions? Après, juste pour finir sur la coproduction, ce qui est aujourd'hui très important, c'est que Soprano, on avait besoin de lui. Il fallait qu'il soit très disponible pour notre série. On était sur 6 épisodes, il y avait beaucoup de temps de tournage. Et donc, il fallait une implication. Et donc, à partir du moment où la coproduction devient intéressante. Et aussi pour tout ce qui est les archives, pour avoir une implication maximum. D'autres questions? Enfin, les dernières, après, on va vous installer. Puis il y a des vrais stars qui arrivent. Les vedettes arrivent. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Jérémy Walka chez Seriously. C'est une question que je me pose quand on fait des grands reportages comme ça sur les artistes, sur des rappeurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine peur de présenter quelque chose de mauvais, par exemple, sur la vie, ou peut-être toujours faire des retours, avoir des retours du rapport en question? Bah, là, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, on a discuté pendant des heures et des heures avec eux. Donc on l'a écrit nous, hein, et on leur a présenté, et il y a eu des débats, des discussions. Donc on savait qu'on n'allait pas dans une direction qui pouvait ne pas leur plaire. En fait, ils ont suivi tout au long du projet ce qu'on racontait. Après, l'avantage, c'est qu'on fait, c'est pas une série sur Joey Star. Oui. Ouais. C'est Soprano, hein. Il y a pas. Soprano, c'est un mec bien, c'est un mec qui a eu des affres, c'est pas facile dans sa vie et tout. Mais il y a peu de choses dans lesquelles on pourrait rentrer qui seraient un peu. Ça serait beaucoup plus difficile. Il vous a manqué un truc au final. Est-ce qu'il vous manque quelque chose dans cette série avec le recul? Je sais pas. Non, je sais. Avec plus d'archives de. Oui, j'ai trouvé une petite photo de Soprano. On qui retombe dansait. sur des archives après que ça me fait chier, ça. Si, il y a une photo qui m'a échappé. Et puis c'était tourné aussi un peu post-Covid, donc il y a eu des moments, il y avait peut-être des scènes qui étaient prévues. Enfin, des scènes. C'est-à-dire qu'on a tourné en espérant qu'il se passe des choses par rapport à leur planning, et qu'il allait prévoir. Il y a des moments où ils devaient partir à New York, et voilà, on peut plus le faire. Ce qui était un peu difficile, c'était de tourner avec les masques aussi. Alors le truc cool, c'est qu'à Marseille, ils portent pas trop de masques. Mais on a filmé, parfois on filmait les rues et c'est très connoté Covid, tout ça. Donc ça a été un peu la difficulté d'essayer de pas dater trop ce moment, quoi. Voilà. C'est le moment où il faut que tu balances. C'est là qui commence. Ouais, je pense qu'ils sont prêts. Merci beaucoup Céline, Anthony. Merci c'était beaucoup. Cool. Été à vos côtés. Salut. Bon, on les accueille.